Donc là qu'on a regardé la résistance à la déformation du pneu, on va regarder justement comment que ça se passe dans la réalité. Parce que si on regardait justement les tests de résistance à la déformation en laboratoire, c'est, comme on disait, cette courbe-là qu'on pouvait observer. C'est-à-dire que plus on augmente, plus le pneu y est rigide, plus le pneu dans le fond est à haute pression, plus que la résistance au roulement diminue. Par contre, dans les dernières années, quand on commençait à pouvoir faire des tests à l'extérieur, là, on a commencé à observer quelque chose de complètement différent. On regardait justement et on arrivait avec des courbes vraiment, vraiment différentes. Qu'est-ce qui arrivait? Bon, on va regarder un premier exemple, la courbe verte, qui est les mêmes choses avec les mêmes pressions d'air pour le même cycliste, mais sur un asphalte neuf. Donc, on regardait finalement, au départ, on regarde la courbe qui diminue, qui est un peu dans le même sens que la courbe théorique observée en laboratoire, mais quand même plus haute. Donc, toutes les résistances au total sur toute la longueur sont plus hautes que ce qu'on pouvait observer simplement en laboratoire. Mais ce qui était le plus marquant, c'est qu'arrivait à une certaine pression, on voyait ça descend, ça descend, ça descend, et là, rendu une certaine pression, à un moment donné, la pression réaugmentait. Donc, on part d'une pression très basse, plus on augmente la pression dans les pneus, à un moment donné, la diminution, la résistance au roulement diminue graduellement, et arrive à un certain point où que là, on continue à mettre de l'air dans les pneus, on continue à augmenter la pression, à un moment donné, la résistance au roulement réaugmente, et non seulement elle réaugmente de façon encore plus drastique. Elle augmente, dans le fond, la courbe qui remonte est plus prononcée que la courbe descendante avant. Donc, puis là aussi, ce qu'on voyait, c'est que, bon, finalement, dans cette courbe-là, ce qu'on voit, finalement, le point le plus bas, c'est là où que la résistance au roulement était le plus bas. Donc, la pression idéale. Donc, ce qui arrivait, c'est que plus de pression que ça, la résistance au roulement augmentait, et moins de pression que ça, la résistance augmentait. Donc, on avait vraiment un point où finalement, il y avait la résistance le plus bas, la pression idéale finalement. Mais là, on voyait que cette même pression idéale n'était pas le même en fonction de la surface de roulement. Donc, on a le même pneu, les mêmes différentes pressions d'essayer, mais quand on arrivait sur, au lieu de la ligne verte, une asphalte neuve, on arrivait sur une asphalte plus usée, la ligne jaune, on observe un peu la même genre de courbe, mais évidemment, toutes les résistances globales au total sont plus grandes, mais aussi le point de bascule, le point de cassure, où ce que on va avoir la résistance le plus bas et que là, justement, plus de pression que ça, la résistance augmente et moins de pression que ça, la résistance augmente, dans le fond, le point idéal, on voit aussi qu'il y a bifurqué, qui est différent, qui est dans le fond, qui se situe à une pression des pneus plus basse aussi. Donc, l'idéal, le point de pression des pneus idéal n'était pas le même en fonction de la route. Et on parle de résistance au roulement total. Et même dans le cas de la ligne rouge, ça, c'était une asphalte comme machinée, tu sais, une asphalte comme machinée avant un resurfaçage, donc vraiment beaucoup plus abrasive, moins lisse. Là, il arrivait même le point où ce que, dès qu'on augmentait la pression des pneus, la résistance au roulement était plus grande. Finalement, on partait d'une pression plus élevée et on diminuait. Et plus qu'on diminuait, il y avait toujours une réduction, jusqu'à temps qu'arrivait à mener une pression tellement basse que la crevaison était inévitable. Donc, quand même que la pression optimale pour la performance était plus basse que la pression qu'on pouvait réellement utiliser sans qu'il y ait de crevaison. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis là aussi, on va remarquer que si on faisait des comparatifs, on regardait, bon, on disait, si on augmentait par rapport au point idéal de pression, si on augmente la pression dans les pneus, la résistance augmente, et si on diminue aussi par rapport à la pression idéale, on va même regarder aussi que si on trouvait, comme exemple, sur une asphalte neuve, qu'on disait au point de résistance au roulement le plus bas, sur une asphalte neuve, dans ce cas-là, ça donnait une résistance au roulement totale de 43 watts. Si on prenait cette pression des pneus-là idéale et on enlevait, donc on roulait 10 PSI, plus basse pression que la pression idéale, ben, on tombait à 44 watts de résistance. Donc, 1 watt plus de résistance au roulement avec 10 PSI
trop mou que l'idéal. Mais 10 PSI plus dur que l'idéal, ça donnait une résistance 9 watts de plus à 52 watts. Donc finalement, si vous n'êtes pas sûr de la pression idéale, c'est mieux de se tromper avec une pression 10 PSI insuffisant que 10 PSI de trop. C'est le monde à l'envers par rapport à ce qu'on se fait inculquer par les mythes depuis toujours dans le monde du vélo. Donc, et on regarde justement les points, même chose justement pour sur de l'asphalte plus usé, même chose, moins de pression dans les pneus était moins pire que trop de pression dans les pneus. Et là, qu'est-ce qui se passe finalement? Pourquoi que le point, dans le fond, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi que ce point-là, justement, pourquoi la résistance au roulement réaugmente rendu à une certaine pression? Et c'est là qu'on arrive avec le principe de l'impédance. Pour expliquer ce qui se passe, on va donner justement un exemple d'une roue qui va passer par-dessus une imperfection de la route qui est de 5 mm d'épaisseur. Donc, on le disait, quand on va rouler sur quelque chose, bien justement, la déformation du pneu, on disait, c'est de l'énergie cinétique qui rentre dans le pneu, qui rentre dans la déformation du pneu, qui ressort par la reformation du pneu par l'arrière. Donc, ce qui arrive, c'est que si on gonflait les pneus au maximum, on va dire qu'il y avait moins de pertes par déformation du pneu. Par contre, dans la réalité, qu'est-ce qui arrive? C'est que finalement, si le pneu ne se déforme pas, c'est qu'il faut que tout le système, pour passer par-dessus l'imperfection de 5 mm, tout le système finalement doit se lever finalement, doit monter vers le haut pour passer par-dessus. Par rapport à si on roule avec moins de pression, où jusque-là finalement, tout le système a bougé beaucoup moins, mais que le pneu a plus de déformation. Donc, qu'est-ce qui se passe finalement? C'est qu'ici, l'imperfection finalement de l'énergie, l'énergie cinétique qui est absorbée par l'imperfection de la route et passe beaucoup plus dans la déformation du pneu. Donc, la déformation du pneu est plus élevée, la résistance à la déformation du pneu est plus élevée dans ce cas-là que dans ce cas-là. Mais, rien ne se perd, rien ne se crée. On le disait, si le pneu est gonflé plus élevé, c'est qu'il en absorbe moins aussi. Donc, finalement, rien ne se perd, rien ne se crée. C'est juste que toute cette énergie-là est plutôt transférée vers le reste du système, c'est-à-dire le cycliste, son équipement, le vélo et autres. Tout le reste, finalement, toute cette énergie-là, au lieu d'être absorbée par les pneus, est transférée au reste du système. Qu'est-ce qui arrive justement? Ben, on disait l'exemple du ballon. Quand on relâche le ballon, il y a un retour d'énergie qui n'est pas de 100%, mais qui est quand même considérable. Le reste du système, finalement, le vélo, le corps ou quoi que ce soit, toute l'énergie qui n'est pas absorbée par les pneus dans le déplacement est absorbée par le reste du système qui donne un retour d'énergie à peu près nul. Donc finalement, l'énergie cinétique qui est transférée dans le système autre que les pneus retourne à peu près pas d'énergie, l'absorbe tout et le perd en énergie thermique, en mouvement ou quoi que ce soit, tout le reste, mais il n'est pas retourné, contrairement à un pneu qui lui va avoir un retour d'énergie qui est beaucoup, beaucoup plus grand. Donc finalement, on arrive à un point où c'est toujours une balance entre les deux. C'est-à-dire que à très très basse pression, oui, la résistance par la déformation du pneu va être beaucoup plus élevée, mais la perte par impédance va être beaucoup plus basse. À l'autre extrême inverse, à une très très haute pression, la perte par déformation du pneu est minime, mais la perte finalement par impédance est plus élevée. Et là, ben, dans le fond, la pression idéale se situe dans le fond dans la balance entre les deux, où il n'y en a pas un qui va avoir un effet disproportionné par rapport à l'autre. C'est là qu'on va regarder justement, et c'est là aussi que d'une surface à l'autre, d'une largeur de pneu à l'autre, d'une qualité de pneu à l'autre, cette pression-là, dans le fond, peut varier. Mais tout ça, dans le fond, c'est pour montrer un peu l'effet qu'il va y avoir deux effets sur la résistance au roulement, qui est, oui, la déformation du pneu, mais aussi l'impédance qui explique pourquoi des hautes pressions sont souvent moins rapides et aussi pourquoi que sur des surfaces plus accidentées, les pressions idéales sont plus basses et aussi que, dans le fond, la résistance au roulement général est plus grande.